Bonjour, bienvenue pour une nouvelle édition d'AQC TV Live, la web émission de l'agence Qualité Construction. Aujourd'hui, une thématique principale, l'isolation thermique, avec deux sujets. D'abord, réaliser une isolation thermique des combles par soufflage, quel point essentiel. Et ensuite, rénover une façade avec une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, les points d'attention. Dès à présent, je voulais vous remercier et remercier tous les internautes, ceux qui ont choisi les sujets et ceux qui ont déjà posé de nombreuses questions. Lors de la visite préalable du chantier, je fais le tour avec le client, je regarde quels sont les accès au projet, quel est l'accès au comble. Ensuite, je fais un état des lieux, des spots éventuellement encastrés dans le plafond. Je regarde également quels seront les écarts au feu à réaliser et je rédige ma fiche préalable de chantier. J'ai choisi la technique de soufflage parce qu'en rénovation, on retire tout l'isolant qu'il y a sur le support et le vrac permet de remplir l'ensemble des espaces, de recouvrir le bois qui est présent et ainsi de limiter les ponts thermiques. Alors, la mise en place pour faire un soufflage, on garde le véhicule, on déroule les tuyaux, on branche notre alimentation électrique. Un coéquipier se met à la machine pour alimenter la machine et le deuxième coéquipier se met dans les combles pour faire effectuer ses réglages de son épaisseur. Alors, les préparations avant d'effectuer les travaux, on enlève notre laine de verre, on fait les réhausses de trappe, on prépare notre écart au feu autour des conduits, on met notre pare-pluie aux périphéries pour éviter l'humidité. Les risques encourus si on ne fait pas les écarts au feu, ce sont l'incendie avec les conduits de cheminée et avec les spots aussi, les spots qui chauffent et qui enflamment la ouate. Les risques si on n'isole pas une trappe, ce sont les ponts thermiques. Pour garantir nos travaux à la fin du chantier, on laisse une fiche technique qui indique le nombre de sacs qu'on a passé, l'épaisseur et les 3 sacs pour indiquer la référence. Retour sur le plateau d'AQC TV Live. J'accueille M. Sidki, vous êtes directeur général du groupe ABF. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Merci de me recevoir pour parler donc de l'isolation soufflée des combles. Le groupe ABF est le leader français des métiers donc de l'isolation des combles par technique de soufflage et au-delà, on est référent donc des métiers de l'efficacité énergétique du bâti au sens large. Alors notre sujet, c'est l'isolation des combles. Pourquoi c'est un point essentiel dans l'efficacité énergétique d'un bâtiment? Pour le commun des mortels, quand on a une maison et quand on souhaite effectivement faire des travaux d'efficacité énergétique, le premier sujet à regarder, c'est l'isolation des combles. Pourquoi? Parce que c'est l'activité ou les travaux d'efficacité énergétique qui représentent le meilleur rapport coût-efficacité énergétique. Alors, isolation par soufflage en horizontal ou en rampant. Quel est le choix finalement? Quels sont les critères pour faire le choix de l'un ou de l'autre? Alors, ça dépend donc de la nature des combles. Quand nous avons donc des combles perdus ou des combles non aménagés, il est un peu dommage donc de réaliser une isolation par rampant parce que ça va nous obliger donc à chauffer l'ensemble du volume, y compris les volumes des combles. Donc là, il est préférable de faire une isolation des combles perdus sur le plan horizontal. Par soufflage, donc. Par soufflage. Nous avons eu de nombreuses questions sur les points techniques. Ils ont déjà été évoqués dans le reportage. Je vais vous poser quelques questions. Déjà, le support, l'humidité, la structure, la résistance, comment vous faites quand vous arrivez sur un chantier? Alors, préalablement à la réalisation du chantier, donc, il y a une visite technique préalable qui permet d'appréhender la réalisation du chantier à venir. Cette visite technique va nous permettre donc de visualiser le support, savoir premièrement s'il ne présente pas de défauts, des trous,
donc des éléments d'étanchéité qui pourraient manquer, qui pourraient augmenter donc la perméance donc à la vapeur d'eau. À côté donc de cela, nous allons vérifier donc dans les combles s'il n'y a pas de traces d'humidité et si la couverture ne présente pas de fuite, auquel cas nous allons conseiller au client qui est le maître d'ouvrage de faire réaliser donc des travaux par son couvreur avant notre propre intervention. Un autre point, c'est la trappe d'accès, l'escalier d'accès au comble. On risque d'avoir un pont thermique ici. Comment vous gérez ce point-là? Alors, pour la trappe, elle doit être isolée donc, du même niveau de la résistance thermique de ce qu'on installe au niveau des combles. Donc là, on procède simplement par la mise en place d'un panneau isolant qui est de la résistance thermique appropriée. Après chantier, il y a un entretien à demander, à conseiller au maître d'ouvrage? Donc, dans le cadre des travaux d'isolation des combles, il n'y a pas d'entretien particulier, hormis tout ce qui est lié à la VMC. Et donc, en l'occurrence, le maître d'ouvrage peut, dans certains cas, nous demander donc d'installer un chemin technique pour accéder à la VMC pour réaliser son entretien. Ce chemin technique ne doit pas venir tasser l'isolant donc installé en dessous et doit permettre donc d'accéder facilement donc à cette ventilation donc mécanique, et il doit faire en sorte donc de garder une lame d'air entre le chemin en lui-même et l'isolant. Pour ventiler. Ventiler. D'accord. Il y a aussi le choix de plusieurs matériaux. On a vu de la ouate de cellulose, il y a aussi des laines minérales. Comment se fait ce choix? Alors, les choix bien souvent répondent donc à des exigences du maître d'ouvrage, des exigences techniques, des exigences financières ou des exigences environnementales. Si je prends l'exemple d'exigences techniques, je pourrais conseiller à un client qui doit faire attention ou qui exige un niveau élevé donc, par rapport à une situation de feu au niveau du comble, ou qui présente donc, un poids très important parce qu'il y a déjà un isolant existant donc, au niveau donc, de son plancher, une laine de verre par exemple. Et si le client donc, souhaite un isolant biosourcé, je peux à ce moment-là donc, lui conseiller donc, une ouate de cellulose à condition que le poids ne dépasse pas le poids admis maximum donc, sur le plancher. Donc, fonction des attentes du client, des performances attendues. Mais justement, je reviens un peu en arrière, en amont du chantier. Est-ce qu'il y a besoin d'un bureau d'études techniques? Est-ce que vous l'avez intégré, par exemple, dans votre entreprise? Alors, généralement, nous n'avons pas besoin d'un bureau d'études techniques, puisque nous partons donc d'une résistance thermique apposée sur un chantier, qui, en fonction de la nature d'isolant, va nous permettre de déterminer l'épaisseur après tassement donc de l'isolant à mettre en œuvre. Cette épaisseur elle-même nous permet de calculer le nombre de sacs à mettre en œuvre sur un chantier. Accessoirement, nous pouvons faire appel donc à des bureaux d'études quand il y a des chantiers qui sont complexes, notamment quand le plafond ne peut pas supporter le poids donc de l'isolant qu'on serait amené donc à mettre en œuvre. D'accord. Et autre sujet, qu'est-ce qu'apporte la mention RGE, reconnue garant de l'environnement, au maître d'ouvrage? Alors la mention RGE est un signe de qualité qui permet donc de rassurer donc le client sur la capacité de l'entreprise donc à réaliser les chantiers en respectant donc un cahier des charges bien précis, et donc que cette entreprise elle-même est engagée dans une démarche de qualité. Malheureusement, ces dernières années, ce label a été dévoyé avec l'arrivée d'éco-délinquance sur le marché. Néanmoins, donc depuis environ 6 mois, ce label a été repris en main, et donc aujourd'hui, il y a des exigences nouvelles qui vont arriver, notamment en ce qui concerne la formation des opérateurs, en ce qui concerne le contrôle des chantiers, qui va faire effectivement que ça va rassurer les clients sur leur envie donc de confier des chantiers donc à des entreprises RGE. Encore quelques questions, des questions Internet. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser avant l'émission des questions Internet. On en a eu plusieurs. Donc là, je vais en cibler quelques-unes en plus. Est-ce qu'il y a un risque d'envol des matériaux par soufflage en cas de tempête, en cas de coup de vent dans les combles? Alors, bien souvent, ce risque est très très limité parce qu'il y a des tests au vent et donc de déplacement au vent qui ont été effectués par les industriels qui font état donc, de peu de déplacements à des vitesses de vent très très élevées, aux alentours de 140 km/h. Donc il y a uniquement donc, quelques flocons qui partent sur quelques centimètres carrés, qui ne remet pas en cause la qualité effectivement donc, de l'isolation. Donc c'est prévu, c'est traité.
Autre cas, quand on a déjà un isolant en place, ben, qu'est-ce que vous faites? Alors, quand nous avons un isolant en place, ça nous arrive effectivement donc de isoler par-dessus. On vérifie la qualité de l'isolant existant. S'il est dégradé pour une raison ou pour une autre, ben là on va l'enlever. S'il est encore en bon état, on va le garder, mais on va chercher donc à le remettre en place, parce que s'il est posé en vague, ben on va chercher donc à le couper pour le mettre entre les éléments de charpente correctement, pour permettre une isolation homogène et éviter les pans thermiques. Alors, isolation, moi je pense tout de suite par vapeur. Comment on traite cette non-migration de la vapeur d'eau dans l'isolant thermique? Alors, en règle générale, les isolants qu'on projette par soufflage ne nécessitent pas la mise en place donc, de pare-vapeur. Sauf pour quelques cas particuliers que je pourrais citer. Donc, le cas donc, des lambris bois, donc des planchers en lambris bois. Donc, le cas donc, de toiture en bardeau, le cas donc, des zones thermiques en France qui sont très très froides. Après, il y a quelques cas particuliers comme les pièces très très humides, comme des laveries par exemple, ou des bâtiments donc, qui sont climatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des forts décalages de température, où là effectivement donc, il faut traiter ce sujet-là. Il faut être attentif. Donc, voilà. Dernière question sur un point singulier. Lorsqu'on a une ITE, une isolation thermique par l'extérieur sur le mur, et qu'on a notre isolation par soufflage horizontal, comment on gère ce point particulier, cette jonction, pour qu'on n'ait pas de pont thermique? Alors, il faut assurer une continuité donc, de l'isolation au-dessus donc, de l'isolant extérieur ou qui est donc dans le mur. Parce que sinon, on pourrait causer des dégradations ou faire apparaître des désordres au niveau du bâti, voilà, comme des traces d'humidité ou autres. La technique de soufflage s'adapte bien donc, à cette typologie donc, de travaux, puisque donc, dans ces recoins, on ne peut pas mettre facilement donc, un isolant manufacturé. Là, par projection pneumatique, on peut envoyer de l'isolant jusqu'au-dessus du mur. Merci, Monsieur Sitki, pour toutes ces précisions. Donc, vous êtes directeur général du groupe ABF. Merci pour tout cela. Maintenant, je vous propose notre chronique Revue Qualité Construction, le numéro 184, avec Gaëlle Darchen, rédactrice en chef. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un sujet sur l'encadrement normatif et assurantiel de la construction hors site, un article sur les outils de simulation de la qualité de l'air intérieur, un point sur les bornes de recharge dans les parkings de bâtiments et un article sur les nouvelles technologies d'assainissement non collectif. Nous vous proposons en lecture gratuite ce mois-ci sur notre site internet un article sur la loi ESSOC et sur les mécanismes de la procédure à travers un chantier pilote. L'article 49 de la loi ESSOC autorise sous condition à mettre en œuvre des solutions à effet équivalent au lieu de suivre la réglementation, mais il est encore peu mis en œuvre. Nous vous proposons donc un retour d'expérience concret sur les étapes de la démarche appliquée à une résidence de tourisme en Savoie qui a installé un système de sprinkler pour sa mise aux normes incendie. Vous pouvez retrouver toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet. Rénover une façade avec une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, les points d'attention, c'est notre sujet que vous, internautes, vous avez choisi. Donc avec nous, Samuel Dessé. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu es responsable technique du dispositif REX BP à l'Agence Qualité Construction. Tu peux nous dire quelques mots sur ce dispositif ? Oui, alors le dispositif REX Bâtiment Performant est un des observatoires de l'Agence Qualité Construction. Il a pour objectif d'identifier les risques émergents liés à l'évolution des modes constructifs, liés aussi à la recherche de performance qui est plus importante, l'étanchéité à l'air, et également tout ce qui est nouveauté technique. Donc vous partez sur des chantiers, vous faites des visites ? Voilà, concrètement, on fait des visites in situ de projets performants précurseurs. Ensuite, on rencontre également les acteurs de ces projets-là. Toutes ces informations sont regroupées dans une base de données et puis à l'aide d'experts, on analyse les retours d'expérience, bonnes pratiques, non-qualité, pour derrière fabriquer des livrables pour les enseignants, les formateurs et également toutes les entreprises et professionnels de la filière. Des livrables disponibles sur notre site internet. Je vous propose de partir à Nantes, justement, sur l'un de ces chantiers de rénovation avec une ITE. Sur le chantier Chastelon,
Alors nous sommes sur l'opération Chastelan qui est une opération de réhabilitation sociale en site occupé pour 70 logements pour lequel nous faisons les travaux d'étanchéité en toiture, l'isolation en façade et les travaux en intérieur de logement et en partie commune. Pour la partie façade, nous avons donc deux types d'ITE. La partie basse qui est gérée par une entreprise de bois qui s'occupe de mettre en place une isolation laine de verre de 12 cm avec un habillage bois en panneaux compacts. Et une partie supérieure qui est gérée par une autre entreprise qui met en place des panneaux de polystyrène graphité de 200 mm avec un enduit en recouvrement. Les points de vigilance à avoir avant la pose d'un ITE, c'est de bien s'attarder sur le diagnostic amiante. Dans le cas présent, nous avions détecté de l'amiante sur les joints des panneaux préfaits existants, donc pas de percement à prévoir sur ces joints. Nous avons également une attention à avoir sur le diagnostic structurel, donc un test à l'arrachement est à prévoir pour justifier de la tenue de la fixation sur ces panneaux. Un autre point à imaginer en phase conception, c'est la planéité et le problème d'aplomb de la façade existante. Pour cela, il faut garder un peu plus de jeu sur les réservations des couvertines de l'étancheur, des sorties des façades et les jeux au niveau des menuiseries. Sur cette opération, il y a eu plusieurs interfaces à imaginer et à organiser entre l'ITE et les autres entreprises. La première étant la menuiserie extérieure, puisque nous changeons toutes les fenêtres de l'opération. Donc une tapée est à imaginer et à prévoir d'au moins 5 cm pour le retour de l'isolation en linteau et en tableau. Une autre interface à imaginer également avec le plombier qui fait ses sorties de chaudière en façade. Donc des fourreaux sont à prévoir pour ne pas bloquer l'avancement de l'isolation extérieure. Et la dernière interface réside avec l'étanchéité, puisqu'une couvertine est à prévoir à l'avancement de la réalisation des enduits pour la protection par rapport à l'étanchéité et à la pénétration d'eau. Concernant le volet sécurité incendie, nous avons respecté l'IT 249, à savoir la mise en place d'une bande coupe-feu en laine de roche de 20 cm sur le premier niveau et ensuite à chaque niveau de plancher. Retour sur le plateau, sur cette thématique d'une rénovation par ITE. Bien, Samuel Dossé, pourquoi on choisirait plutôt une ITE qu'une ITI, plutôt une isolation par l'extérieur qu'une isolation thermique par l'intérieur? Alors plusieurs avantages en rénovation à choisir l'ITE. Le premier, c'est que ça permet de travailler en site occupé. Donc on n'a pas la question du relogement des personnes à gérer. Donc d'un point de vue organisationnel, ce sera plus simple. Sur le volet thermique, c'est un procédé constructif qui va nous permettre de travailler sur les ponts thermiques beaucoup plus facilement, notamment les planchers intermédiaires, etc. Et puis toujours sur cette partie thermique et hygrothermique, c'est un procédé qui permet de limiter les risques de condensation au sein de la paroi, en ayant l'isolation à l'extérieur de la paroi. Alors pour bien réussir notre chantier, on commence par un diagnostic. Et quels sont les points à regarder sur ce diagnostic? Tout à fait, donc d'autant plus qu'on est en rénovation, le diagnostic sera important puisqu'on peut arriver sur des supports qui ne sont pas connus, pas caractérisés. Donc il y a le premier diagnostic qui sera demandé à la maîtrise d'ouvrage, c'est le rapport de diagnostic amiante, puisque l'ITE va engendrer un percement de la paroi. Donc il faut savoir sur quoi on perce et puis prendre les dispositions par rapport à ça. Dans le diagnostic, ensuite, on va aussi voir si la paroi est capable de supporter l'isolant qui va être apporté. Donc il pourra demander aux entreprises des essais d'arrachement au niveau de la colle qui peut être utilisée si c'est le système retenu ou au niveau des fixations si on est sur cheville par exemple. Alors, point sensible dans le diagnostic, point sensible dans la mise en œuvre. On a eu de nombreuses questions, Internet là-dessus. On a eu déjà des premières réponses dans le reportage. Je voudrais que tu reviennes peut-être sur comment on traite les fenêtres, les pieds de mur, les débords de toiture, etc., les remontées capillaires. Bon, quels sont les points sensibles sur la mise en œuvre? Alors, sur la mise en œuvre, l'objectif, ça va être de fournir une résistance thermique qui est celle donnée par le bureau d'études initialement. Donc ça va passer déjà par le choix des matériaux. Donc on va vérifier que les matériaux qu'on met en œuvre ont bien la résistance thermique et la conductivité thermique voulue.
Ça c'est pour l'isolant, mais également pour les accessoires de fixation, puisqu'ils vont créer des ponts thermiques structurels intégrés, donc il faudra les prendre en compte. Sur le volet mise en œuvre, donc sur la partie thermique également, on va veiller à tous ces points singuliers dont tu parlais, notamment le traitement des menuiseries, ça c'est un des points les plus complexes et les plus importants à traiter, mais également tout ce qui est jonction plancher bas et plancher haut, puisque les planchers intermédiaires seront forcément couverts par l'ITE, donc on a moins de problèmes de ce côté-là. Et comment on choisit le matériau d'isolation? Matériau biosourcé ou non biosourcé? Quels sont les critères finalement? Alors, d'un point de vue assurantiel, déjà, on sera soit sur une technique courante, donc des matériaux qui seront couverts par un DTU, par une recommandation professionnelle ou des règles RAGE. Si on n'est pas sur ces règles-là, il faudra un avis technique sur le procédé, sinon on sera en technique non courante. Donc, beaucoup de matériaux biosourcés aujourd'hui, pas tous, mais beaucoup sont hors cette configuration, donc il faut se rapprocher de son assureur pour les mettre en œuvre. Le point de vigilance d'un point de vue technique, il va être clairement lié à l'eau, puisqu'on est sur des matériaux hydrophiles, donc on sera d'autant plus vigilant sur le stockage des matériaux en phase chantier, et sur la pose tant que l'isolant n'est pas recouvert de l'enduit ou du bardage. D'accord. Autre point sensible, quand on pense ITE, assez rapidement on pense risque incendie par les façades. Quels sont les points d'attention pour éviter ce risque incendie? Alors sur le risque incendie, le principe général, ça va être de limiter la propagation d'un bâtiment à l'autre ou d'un niveau à l'autre. Oui. Donc globalement, il faudra respecter les règles en fonction de la typologie du bâtiment, ERP, habitation, etc., et en fonction du procédé qu'on met en œuvre. Il faudra se rapprocher de l'IT 249 qui reste incontournable et obligatoire sur cette question sécurité incendie. On a de nombreuses questions Internet, on a répondu à la plupart d'entre elles, je voudrais quand même en souligner quelques-unes en plus. Le risque de condensation de l'eau à l'intérieur du mur, comment l'éviter? Alors ce que je disais en préambule, un des avantages de l'ITE, c'est de limiter ce point de condensation, ce point de rosée, puisqu'en venant poser l'isolant à l'extérieur, on limite les parois froides à l'intérieur. Donc globalement, sur des rénovations des années 70-80, où on est sur des murs maçonnés, ce mur maçonné fait en plus barrière à la migration de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on a très peu de soucis de ce côté-là. Là où on peut avoir des problématiques, ça va être plus sur des murs de bâtis anciens qui laissent passer l'humidité à travers le mur. Donc il faudra être vigilant, on parle de SD notamment, de la résistance à la migration de la vapeur d'eau, dans le choix des matériaux qu'on va mettre en œuvre à l'extérieur pour que la vapeur d'eau puisse sortir du complexe. D'accord. Autre question que je lis, quelles spécificités sont impératives à regarder sur une pose ITE en polystyrène collé agrafé sur du mâche-fer? Alors typiquement sur le mâche-fer, il est plutôt reconnu comme un matériau poreux, donc il laissera passer l'humidité, la vapeur d'eau dans la paroi. Donc il faudra veiller à avoir un complexe isolant avec un SD qui soit très ouvert à la vapeur d'eau, ce qui est le cas pour la plupart des PSE dont vous parliez, et de l'enduit de finition également qui devra être ouvert. Ensuite, il y a aussi la question sur cette migration de la vapeur d'eau, du fonctionnement de la ventilation pour limiter l'humidité au sein du bâtiment. Si on a une bonne ventilation, moins d'humidité dans le bâtiment, moins de transfert dans la paroi. D'accord. Une dernière question sur les ETICS. Alors, ETICS, c'est le terme anglais pour ITE. L'étanchéité à l'air. Est-ce qu'une ITE, une ETICS, participe à l'étanchéité à l'air, même si je crois que ce n'est pas tout à fait son premier rôle? Voilà, tout à fait. Donc, ce n'est pas dans le domaine d'emploi de l'ETICS de fournir l'étanchéité à l'air. Donc, c'est vraiment le support qui doit fournir l'étanchéité à l'air. Donc avant la pose de l'ITE, on veillera à ce que le parement soit étanche à l'air. S'il y a une intervention aussi côté intérieur du bâtiment, on pourra faire cette étanchéité à l'air à l'intérieur du bâtiment, mais en aucun cas l'ETICS ne doit l'étanchéité à l'air. Merci pour toutes ces précisions, Samuel Dossé de l'agence Qualité Construction, donc responsable technique du dispositif REX BP. Maintenant, notre chronique CDB, comme constat, diagnostic, bonne pratique, sur un autre type d'ouvrage complètement autre, l'assainissement non collectif. Un assainissement non collectif est mis en œuvre lorsqu'un raccordement au réseau collectif n'est pas possible. Le rejet des eaux usées se fait donc dans l'espace naturel et doit respecter une réglementation très précise. Les deux principaux désordres que l'on rencontre fréquemment sont
Un défaut de ventilation qui engendre des odeurs nauséabondes et peut être à l'origine de dégradation du béton des fosses septiques. Des mauvaises évacuations des eaux usées qui peut avoir plusieurs origines, comme par exemple une inadaptation de la solution retenue pour l'épandage par rapport au sol, un colmatage du préfiltre dû à la saturation de la fosse, un colmatage dans le regard dû au dépôt, les drains du plateau d'épandage bouchés par des boues, des racines, etc. ou un défaut de pose de la fosse elle-même. Pour les bonnes pratiques, nous préconisons de vérifier l'aptitude des sols à l'assainissement par un sondage du terrain et un test de percolation, de prévoir la ventilation de l'installation de pré-traitement et enfin d'entretenir et maintenir les ouvrages d'assainissement non collectifs. La prise en compte de ces quelques recommandations vous permettra d'être serein avec vos interlocuteurs. AQC TV Live, la dernière partie de cette émission, c'est la minute membre AQC. Bonjour Nicolas Ruot, vous êtes au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Vous en êtes directeur adjoint à l'évaluation. Vous pouvez nous présenter le CSTB en quelques mots ? Oui, le CSTB, c'est un établissement public, industriel et commercial, au service de ses clients, de ses partenaires et de l'intérêt général. Nous avons pour ambition d'anticiper les évolutions du monde de la construction, des bâtiments, des quartiers et de la ville de demain. Donc pour garantir, in fine, la qualité et la sécurité des bâtiments et au-delà, améliorer la qualité de vie des citoyens. Alors justement, l'évaluation des produits et procédés, en quoi cela consiste-t-il ? Alors, un produit innovant, pour accéder au marché, doit créer la confiance de tous les acteurs. Donc, il faut savoir que dans la plupart des pays, cette confiance est créée par une évaluation technique délivrée par un organisme tiers. En France, l'État a créé cette organisation en 1970, c'est l'avis technique. Donc l'avis technique permet de sécuriser l'intégration des innovations dans le bâtiment et de s'assurer qu'elles sont pérennes. Oui. Donc pour cela, on vérifie des critères essentiels comme la résistance au feu, la performance thermique, acoustique, etc. Donc le CSTB instruit les demandes d'avis technique. Après, présente ces demandes à des groupes spécialisés qui sont constitués par la commission chargée de formuler les avis techniques, dite CCFAT. La CCFAT, Voilà. oui. Le CSTB délivre actuellement entre 700 et 800 avis techniques par an. Alors justement, comment s'articulent les travaux du CSTB avec ceux de l'Agence Qualité Construction ? Alors, on peut dire que notre partenariat est fait de proximité et de complémentarité. Le CSTB travaille avec les industriels sur l'intégration des procédés innovants dans les bâtiments. Et l'AQC fait remonter les désordres observés dans les bâtiments en usage. Donc c'est un échange d'informations qui permet de mettre en place un cycle vertueux au bénéfice de la filière. Donc, ainsi, le CSTB fait évoluer en permanence ses évaluations grâce au retour terrain de l'AQC. Par ailleurs, le CSTB est membre de la commission prévention de produits. La C2P. La C2P, dite C2P, qui réunit donc les associations et fédérations des différents du bâtiment. Et le rôle du CSTB est d'apporter un éclairage scientifique et technique afin que cette commission puisse classer en technique courante ou non courante les procédés innovants au regard du risque assurantiel. D'accord. Et dernière question, quels sont les sujets d'actualité du CSTB vis-à-vis de la qualité des constructions aujourd'hui ? Alors, le CSTB, aujourd'hui, accompagne la CCFAT dans la réforme de l'avis technique lancée en 2020. En effet, la CCFAT a voulu mieux répondre aux attentes des utilisateurs de l'innovation, avec un contenu recentré sur l'innovation, donc un avis technique finalement plus lisible pour l'utilisateur et donc gage de qualité. C'est aussi un nouveau parcours pour le demandeur d'avis technique, qui favorise les échanges entre le demandeur et le groupe spécialisé. Nous avons ainsi un parcours réellement plus optimisé pour les demandeurs. Merci Nicolas Ruot du CSTB. Cette émission touche maintenant à sa fin. C'est le moment de vous rappeler quelques points d'information utiles.
Vous trouverez les liens nécessaires dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours par les réseaux sociaux. Pour être averti des mises en ligne, pensez à vous abonner et à cocher la petite cloche sous la vidéo. Prochaine émission AQC TV Live au printemps 2021. Comme d'habitude, vous aurez le choix des sujets et vous aurez possibilité de poser des questions avant l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à ceux qui sont à la technique, derrière les caméras et les ordinateurs, Davy Michalet, Nawel Kadjeou, Corinne Joannin. Vous pourrez revisionner cette vidéo dès cet après-midi sur notre chaîne AQC TV. Merci, bonne fin de journée et bon week-end.